C'est bon, on peut commencer? Oui. Okay. Alors, bonjour tout le monde. C'est fun de voir plein de monde. Bonjour, puis bienvenue. En fait, on va vous parler, moi et Myriam, d'un projet qui a été financé par le Géotop il y a déjà 2 ans. Mais juste avant, en fait, on va se partager la présentation. Mais juste avant, je vais vous dire 2 mots. Je connais un peu les gens ici, mais pas nécessairement tout le monde. Moi, c'est Marie Larocque, professeure ici au département, spécialiste des eaux souterraines. Je vais être ici en présentation avec Myriam. Myriam Ferlat est la coordonnatrice du Réseau québécois sur les eaux souterraines. C'est un peu elle qui a mené le projet et qui a fait les aspects techniques. Donc, je vais juste faire une petite introduction, puis Myriam va prendre le relais pour la partie centrale, nous expliquer en quoi consiste cet inventaire qui a été réalisé. Puis, je vais revenir à la fin avec juste quelques mots là, pour faire la synthèse. Alors, voilà, ça c'est le titre de notre projet. En route vers un observatoire de l'eau souterraine. Donc, on partait avec une idée de départ qui était, oui, on a plein de données maintenant sur l'eau souterraine depuis un petit peu plus qu'une décennie. Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés, on a beaucoup d'informations. Mais alors, comment on fait pour rendre cette information-là disponible? Fait qu'on a voulu, on a exploré des choses. Ah oui, merci Myriam. Alors, juste une petite mise en contexte, là, je vous ai remis une carte ici, carte du Québec, où est-ce que vous voyez les taches de couleur. C'est les projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines qui ont été menés depuis 2009 au Québec, projets financés par le gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement. Toutes les zones en jaune, c'est les zones qui ont été finies, les premières. Ce qui est en rouge, c'est les secteurs qui ont été terminés en 2022. Vous voyez que le territoire est assez bien couvert, en tout cas la partie municipalisée, où il y a des gens qui habitent avec une certaine densité. Il y a certains secteurs qui ne le sont pas, l'île de Montréal, l'île de Laval, puis certains autres secteurs aussi, mais la couverture commence à être assez bonne. Fait que ces projets, c'est des millions d'investissements du ministère de l'Environnement, des projets menés par les universités en collaboration avec les acteurs de l'eau dans les régions, donc les MRC, les organismes de bassin versant, parfois les municipalités aussi, pour aller chercher de la donnée sur l'eau souterraine. Donc, ces projets ont mené à une cartographie des aquifères au Québec, donc des formations géologiques, la recherche, la qualité de l'eau, la circulation de l'eau, l'usage de l'eau aussi, les pressions sur l'eau souterraine à travers la province. Beaucoup d'informations, beaucoup de rapports, des publications, beaucoup d'étudiants formés. Et puis, donc, beaucoup de collaboration avec les partenaires aussi, puis avec toujours ce défi de transférer l'information aux partenaires et à ceux qu'on appelle les acteurs de l'eau. Le Réseau québécois sur les eaux souterraines est un peu né au début des projets PACES, à la fin des années 2000. Donc, c'est un réseau dont la mission est justement d'assurer ce transfert-là des connaissances vers les usagers des données et des connaissances. Donc, le RQES est très actif. Là, si vous trouvez l'information, vous cherchez l'information sur le RQES, un site web, beaucoup d'informations sont disponibles sur les PACES, sur les rapports, sur les ateliers. Donc, vous allez trouver sur une mine d'informations sur le site web du RQES. Et parmi tout ça, le RQES s'est donné un plan d'action. Et puis, au fil des années, avec les défis du financement là, qui ne sont pas évidents, comme pour tous les organismes qui sont... en fait, le RQS est un OBNL maintenant, l'organisme à but non lucratif. Le financement n'est pas simple, mais malgré tout, le RQS a réussi à établir des ponts très solides là, entre les acteurs et la recherche. Et un des points de son plan d'action, c'était de faire une cartographie des connaissances existantes sur l'eau souterraine. Donc, prendre la donnée qui existe, mettre ça sur des cartes, identifier l'information, établir des liens entre ceux qui créent la donnée et ceux qui l'utilisent aussi. Donc, on a fait des projets PACES avec les universitaires. Le RQS était là pour faire le transfert. On a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait faire pour aller de l'avant avec dans le plan d'action, avec cette action bien spécifique de cartographie.
Puis, on a fait une demande de financement au Géotop en 2021 pour commencer à réfléchir à ce transfert-là. Donc, c'est un petit financement, c'est 15 000 dans les volets de transfert, projet sur 2 années pour un projet qu'on a intitulé « En route vers un observatoire de l'eau souterraine ». Donc, l'objectif, ce n'était pas de lancer un observatoire avec 15 000 mais c'était d'établir les grandes lignes de qu'est-ce qu'on devrait faire, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on a comme données, puis quelles sont les possibilités de rendre ces données-là et ces documents, en fait, parce que ce n'est pas des bases de données qu'on a créées, mais c'est une base de données de documents, si vous voulez, mais ce n'est pas la donnée elle-même qui, elle, par ailleurs, est disponible sur le site du ministère. Donc, c'était comme la phase exploratoire vers quelque chose qui pourra nous mener à un observatoire. Bon, je reviendrai là-dessus à la fin. Le principal objectif de notre projet, c'était de dresser l'inventaire, donc des connaissances scientifiques sur les eaux souterraines, générées notamment par les projets PACES, puis aussi par tous les autres projets, tous les autres spin-offs qu'on a été capable de faire grâce au projet PACES, grâce aux équipes en place et aux collaborations. Donc, oui, tu peux défiler les objectifs spécifiques si tu veux. On s'est donné comme objectif de centraliser, de faciliter l'accès aux connaissances sur les eaux souterraines, de définir l'utilité des connaissances. Donc, ça sert à quoi d'avoir des données sur telle affaire qui concerne l'eau souterraine pour pouvoir faciliter l'utilisation de la donnée aussi. Identifier les manques de connaissances. Donc, y a-t-il des thèmes ou des thématiques qu'on n'a juste pas abordées dans les PACES ou avec des projets qui ont été réalisés en parallèle? Et de favoriser les liens donc, entre les chercheurs et les acteurs de l'eau. Donc, on s'est donné comme ces grands objectifs qui sont quand même assez ambitieux. Puis vous allez voir ce qu'on a réussi à faire dans ce que Myriam va vous présenter. Et je pense que c'est ici que je te laisse la parole, hein, Myriam. Oui, alors, une des choses qu'on a intégrées dans notre projet, c'était de centraliser les connaissances qu'on allait inventorier et de les mettre sur le portail des connaissances sur l'eau, donc le PCE du ministère de l'Environnement du Québec. Pourquoi? Parce que on voulait arrimer notre inventaire donc avec le PCE, parce que pour en fait ne pas dédoubler les plateformes de diffusion, pour rendre les connaissances disponibles à tous, pour faciliter la recherche des publications et pour cartographier les connaissances. Donc, en fait, le PCE, quand on arrive sur la page d'accueil du PCE, si on est déjà membre, on arrive directement. Si on n'est pas déjà membre, on se crée un compte pour y accéder. Et à l'intérieur du PCE, il y a tous les liens vers différentes bases de données. Là, j'ai mis celle qui nous concerne pour l'inventaire, mais en plus de l'Atlas de l'eau et du répertoire de l'information sur l'eau, il y a aussi les liens vers l'Atlas géomatique, vers Données Québec et plein d'autres ressources là, pour tout ce qui est lié à l'eau au Québec. Donc, le PCE, en fait, permet de créer ce qu'on appelle des sites collaboratifs sont comme un peu une page web, mais à l'intérieur du PCE. Donc, une page qui s'appelle En route vers un observatoire de l'eau souterraine, dans lequel on a mis notre inventaire. Je vais faire une démonstration un peu plus tard dans la présentation. Et donc, le PCE nous permet de centraliser l'information dedans. Après ça, l'Atlas de l'eau, c'est la partie qui nous permet de cartographier les connaissances en question parce que quand on va sur l'Atlas, on peut afficher, dans le fond, les limites des 40 bassins versants du Québec, les zones de gestion intégrées. Et pour un bassin versant donné, mais on peut faire cliquer sur le lien qui va vers le répertoire d'informations sur l'eau. Et là, ça nous sort toutes les publications, toutes les connaissances disponibles sur ce territoire-là, sur ce bassin versant-là. Donc, on trouvait que c'était vraiment facilitant finalement là, pour faire la diffusion de l'inventaire et de valoriser finalement les outils que le ministère nous donne. Donc, tout ça, je vais vous présenter un peu plus tard là, en une petite visite guidée pas à pas. Pour terminer avec la présentation du projet, en fait, quand on a voulu finalement appliquer au projet de financement Géotop Transfert,
ben, on a lancé l'appel à notre réseau de membres pour voir qui était intéressé. Donc, la responsable, c'est Marie Larocque, mais il y a plein de gens qui qui ont levé la main pour faire partie du projet. Donc, signe que c'était vraiment un projet mobilisateur et d'intérêt là, pour tout le monde. Donc, on a des chercheurs, d'une part, donc de différentes universités, UQAM, UQAT, ETS, INRS, Université Laval, UQTR. Puis aussi, on a des représentants des partenaires dits non académiques, donc des acteurs de l'eau. Donc, évidemment, l'équipe du RQES, moi et Anne-Marie Decelle, les gens du ROPVQ, Jean-Paul Reiss et Jérémy Roch. On a aussi notre consultant hydrogéologue Yves Leblanc qui participe souvent à nos activités et qui est membre de notre CA. Et les gens du ministère, dont Nadine Roy et Martin Stapinski de la direction de l'eau potable et des eaux souterraines. Mais là, il manque un S parce que c'est devenu eau souterraine et eau de surface d'épaisse. Donc, un gros comité donc, pour faire le suivi du projet, s'assurer que ça réponde aux besoins, s'assurer aussi de la classification qu'on allait faire, dans quel thème, quel champ, comment ça allait être structuré. Donc, l'inventaire comme tel, dans nos 4 objectifs spécifiques, donc c'est pour répondre au premier objectif qui est de centraliser et faciliter l'accès aux connaissances scientifiques sur les eaux souterraines en fournissant une base de données et un fichier qui localise les recherches scientifiques. Donc, la récolte des données comme telle, ben, ça visait les publications des chercheurs dont l'étude est appliquée au Québec. Ça visait également tout ce qui est thèse et mémoire des étudiants qui ont fait des projets de recherche. Ça visait aussi les rapports de recherche, que ce soit des équipes universitaires ou des rapports du ministère. La période couverte est de 1999 à 2020, puis on avait commencé une partie de 2021, mais on n'a pas pu mettre à jour depuis. Donc, au total, à ce jour, nous avons 310 publications répertoriées et classifiées. Donc, la classification, elle, ça a été le gros du travail parce qu'on a énormément de champs dans notre tableau à remplir qui sont les suivants. Donc, le titre, évidemment, l'année, les auteurs, quelle université ou organisme est associé. Ensuite, le type de publication, donc est-ce que c'est un article scientifique, un rapport, une thèse de mémoire, on a aussi quelques autres trucs comme des règlements ou des guides qui ont été intégrés. Ensuite, les mots-clés qu'on a pris dans le fond des publications comme telles. Il y a tout le temps une petite partie mots-clés pour un article scientifique qu'on a repris. Et là, arrivent les champs où on a dû travailler fort pour les classifier. Donc, on a essayé de dresser une liste des enjeux auxquels les différentes publications pouvaient servir, pouvaient être utiles pour répondre aux enjeux de protection et de gestion des acteurs de l'eau. Je vais y revenir dans quelques diapos. Ensuite, à chaque enjeu est liée une liste de thèmes. Je vais y revenir également dans quelques diapos pour décrire c'est quoi. Ensuite, on a identifié dans quelle région administrative l'étude avait été dans quel bassin versant aussi l'étude avait été effectuée. Si on avait l'information, on pouvait ajouter la localisation plus spécifique, comme une MRC, une municipalité ou une rivière d'un sous-bassin versant. Ensuite, on a aussi voulu identifier à quelle phase de gestion la publication pouvait servir. Est-ce que c'est de caractériser, de comprendre, d'agir ou de suivre le problème? Je vais également y revenir dans quelques diapos avec plus de détails. Ensuite, on a aussi mis l'URL qui mène vers la publication, soit vers une page, dans le fond, qui permet d'aller télécharger la publication en question, ou au moins qui mène vers le résumé de la publication, dans le fond, comme les pages comme Sciences Direct ou des revues scientifiques, finalement, qu'on n'a pas nécessairement au PDF gratuitement. Par contre, pour essayer de remédier à ce frein, on a aussi mis le contact, le courriel d'un des chercheurs du projet d'étude
pour qu'un acteur qui voudrait en savoir plus sur une publication ou un sujet donné puisse contacter le chercheur et poser ses questions. On a également ajouté une colonne public cible. Est-ce que c'est quelque chose qui vise plus les chercheurs, les consultants ou les gestionnaires? Et finalement, on a mis, lorsque c'était possible, donc les recommandations ou les avancées, là, un peu comme dans la conclusion là, que la publication faisait. Donc, tous ces champs-là, en fait, plusieurs plutôt de ces champs-là peuvent être multiples, c'est-à-dire que pour une publication donnée, évidemment, ça peut porter sur plus qu'un enjeu, dans plus qu'une région administrative ou dans plus qu'un bassin versant, etc. Et à ce moment-là, tout est répertorié. Donc, c'est le moment de la visite guidée vers le portail des connaissances sur l'eau. Voici de quoi a l'air la page du portail en route vers un observatoire de l'eau souterraine. Donc, je vais quitter le mode plein écran ici. Je vais ouvrir ma page Internet. Donc, lorsqu'on arrive sur le portail des connaissances sur l'eau, on tombe sur cette page d'accueil. Et avec des nouvelles, des liens vers l'atlas géomatique, on peut faire des recherches, on a différents liens utiles, comme je disais tantôt, vers le répertoire de l'eau, vers l'atlas géomatique, vers les données du MRNN, données Québec, etc. Et lorsqu'on est abonné, disons, à une page d'un site collaboratif, la liste apparaît ici. Donc, moi, j'ai ma page ici. Ça va ouvrir la fameuse page En route vers un observatoire de l'eau souterraine. Et là, la page d'accueil, dans le fond, il y a un petit mot de bienvenue, il y a du texte qui décrit les différents enjeux, les différentes phases de gestion, pourquoi on a mis l'URL, le contact. Certains des champs du tableau sont décrits là. Et on a ajouté, ça va être appelé à être bonifié, évidemment, là, tout ce qu'on pourrait, des liens utiles vers d'autres. La liste des membres apparaît également. On peut discuter avec les gens qui sont membres du site. Si vous avez des questions, des choses comme ça, que je peux vous référer à des personnes ressources, ça peut se passer là. Et tout en haut, dans le fond, c'est ici que pour continuer l'inventaire en question, on clique ici et là, on arrive sur un immense tableau, donc qui contient nos publications. Là, c'est sûr, c'est facile à consulter de même là, parce que c'est un grand tableau qu'il faut scroller de côté puis scroller up-down pour arriver à tout voir. Par contre, on a l'option de, si je prends par exemple la publication ici, puis que je clique droit puis je fais afficher l'élément, ben là, va apparaître une espèce de fiche finalement de toutes les informations qu'on a mis pour cette publication-là. Donc, le titre, etc., les recommandations, les enjeux, ainsi de suite. Donc, pour revenir, je fais faire. Et là, pour l'instant, on a seulement la recherche d'un élément ici dans la barre de recherche ou on pourrait aussi aller un peu comme dans un tableau Excel, là, mettons un bassin versant. Puis là, je peux les trier en ordre alphabétique ou aller chercher un bassin versant donné. Là, évidemment, comme que certaines publications visent plus d'un bassin versant, bien là, il faut aller chercher un peu séparément là, chacun des endroits où on voit le bassin versant apparaître. Mais là, comme dans ce cas-ci, quand c'est juste en Abitibi-Témiscamingue, bien là, on aurait toutes les publications associées à ce bassin versant-là. Dans quelques diapos, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va bonifier un peu, on va pouvoir ajouter des outils de recherche avancés qui vont permettre une recherche plus efficace dans les publications. Mais une autre chose qui est intéressante, c'est que si je reviens à ma page d'accueil et que j'ouvre l'atlas de l'eau, dans un nouvel onglet, non? Ah, comme ça. Donc, quand on clique sur le lien vers l'atlas de l'eau, on tombe sur cette page avec différentes informations, il y a un guide d'utilisation, etc.
Et là, pour aller vers l'Atlas, on clique ici. Ça va finir de charger, ça ne sera pas long. Donc, on a une petite notification ici, on fait OK. Et là, vous avez un menu en bas où il y a différentes thèmes ou domaines, je pense qu'ils appellent. Donc, la qualité de l'eau, les sources de pollution, les quantités d'eau, les contextes territoriaux, les fonds de carte possibles, l'affichage des légendes et des informations. Donc, nous, on va aller dans les contextes territoriaux et dans ce menu-là, on a un choix d'afficher soit les régions administratives, soit les bassins versants. Donc, en allant vers les bassins versants, qui vont apparaître ici, c'est assez récent qu'ils ont ajouté cette fonctionnalité-là, donc peut-être que vous ne l'avez pas déjà vue. Donc, mettons que je clique sur le bassin versant Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple. Non, ça, c'est Manicouagan. Bon, peu importe, c'en est un d'eux. On descend un petit peu, puis là, on voit répertoire d'informations sur l'eau. Donc, quand on clique plus d'infos, ça va nous mener, bon, je vais accepter, ça va nous mener donc directement vers le répertoire d'informations sur l'eau qui va nous avoir extrait toutes les connaissances qui ont été répertoriées pour le bassin versant de la Manicouagan. Donc, puis là, c'est sûr que ça met l'ensemble des choses. Donc, si on voulait avoir, mettons, que les eaux souterraines, bien là, on irait dans thématique. On sélectionnerait eaux souterraines, chercher. Puis là, on aurait toutes les connaissances sur les eaux souterraines dans le bassin versant de la Manicouagan. Bon, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses dans Côte-Nord, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et aussi, pour ceux qui se demandent, bon, je sais que c'est le PCE, l'Atlas et tout ça, c'est surtout les gens des OBV peut-être qui sont habitués de l'utiliser, puis c'est pas encore une pratique, disons, étendue dans le milieu de la recherche ou les municipalités ou d'autres acteurs comme ça, comme les consultants également. D'une part, ben, ça ne fait pas partie peut-être des réflexes naturels là, ce qui concerne le milieu de la recherche. Puis pour les consultants, ben, ils ont des accès restreints, mais c'est possible d'y avoir accès. Et ça, c'est pour le PCA, mais en ce qui concerne l'Atlas de l'eau puis le répertoire d'informations sur l'eau, ça, n'importe quelle personne peut y aller, le consulter sans se créer un compte sur le PCE et sans limite, finalement, sans restriction. Donc, tout ça pour optimiser l'accès à l'inventaire des connaissances sur l'eau. Je vais revenir à ma présentation. Là, donc, voici ce qui s'en vient. On me dit quelque part dans un mois, va apparaître en marge du tableau de l'inventaire des outils de recherche avancés où on va pouvoir d'abord chercher par bassin versant, par région administrative, immersive, municipalité, mais aussi sélectionner un des enjeux et des sous-thèmes qu'on a répertoriés là, pour une publication donnée, une liste de publications données. Donc, voilà, donc ça, c'est pour sélectionner un enjeu, puis après ça, sélectionner un thème associé à cet enjeu-là. Donc, tout ça va pouvoir extraire plus facilement la liste, finalement, des publications concernées par ces sujets, thèmes, enjeux-là. Donc, pour l'Atlas de l'eau, donc, je vous l'ai montré. Donc, c'est vraiment à l'aide de ça qu'on a pu cartographier les connaissances. J'arrive au deuxième objectif de notre projet. Donc, définir l'utilité des connaissances scientifiques pour répondre aux enjeux de protection et de gestion des eaux souterraines. Donc, il a d'abord fallu identifier finalement c'était quoi la liste des thèmes, des grands thèmes là, qui étaient assez transversales là, pour regrouper là, toutes les connaissances scientifiques acquises. Et là, je commence avec les grands enjeux et leurs thèmes. Donc, voici les 11 grands enjeux que nous avons identifiés qui pouvaient couvrir pas mal l'ensemble des publications que nous avons répertoriées. Donc, en tête, on a en bleu foncé, c'est les grands enjeux. Puis,
en dessous, on a les thèmes associés à chacun de ces grands enjeux-là. Donc, je vais juste nommer les grands enjeux pour alléger un peu la présentation. Donc, tout ce qui a rapport avec la quantité. Ensuite, la qualité naturelle, donc les éléments naturellement présents à cause du milieu géologique là, dans l'eau souterraine. Les contaminants anthropiques, donc ceux qui sont issus d'une source humaine, finalement, d'une cause humaine. La vulnérabilité, ça, c'est tout ce qui concerne les méthodes de caractérisation de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères, soit avec la méthode drastique ou d'autres méthodes comme la géochimie ou le temps de résidence de l'eau souterraine. Ensuite, on a la compréhension des systèmes d'écoulement, donc tout ce qui concerne d'où vient l'eau, où va-t-elle, comment elle circule, en quel temps. Tout ce qui est pression, ensuite les pressions sur la ressource, donc les activités humaines qui ont un potentiel d'impact soit sur la qualité ou la quantité des eaux souterraines. Les MNDES, ça c'est l'acronyme pour les milieux naturels dépendants des eaux souterraines, donc c'est tout ce qui est en interaction eau souterraine, eau de surface, milieu humide et il y a également milieu côtier. Ensuite, on a les risques, donc tout ce qui est associé, le rôle des eaux souterraines dans les inondations, par exemple, ou les glissements de terrain, ou ce qui portait sur les risques là, pour la santé humaine. Finalement, on a une catégorie protection et gestion. Donc, ça, c'est tout ce qui est intégration des eaux souterraines en aménagement du territoire, les outils d'aide à la décision, la gestion durable de la ressource, etc. Finalement, sensibilisation et gouvernance aussi, tout ce qui concerne l'implication des acteurs, le transfert des connaissances, la vulgarisation des notions. Et finalement, on a ajouté cette 11e catégorie qui est les projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Donc, pas seulement les PACES, mais aussi les projets qui avaient été faits avant les PACES de caractérisation régionales, donc qui ont fait des portraits hydrogéologiques à l'échelle régionale, et aussi les guides là, de méthodologie là, de comment on fait ça, un portrait hydrogéologique régional. Dans cette catégorie-là, évidemment, il y a plusieurs des autres catégories d'enjeux qui s'y retrouvent puisque ce sont des portraits gérés global là, qui intègrent quantité, qualité, vulnérabilité, etc. dans ces projets-là. Afin d'identifier les manques de connaissances et les besoins en recherche pour répondre aux enjeux de protection, on a pu se servir de notre base de données finalement pour faire quelques statistiques. Donc, voici quelques résultats. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la répartition des publications par enjeu. Donc, ça permet de voir finalement c'est quoi les sujets les plus traités par la recherche au Québec et c'est quoi les sujets les moins traités également. On voit déjà qu'il y a beaucoup de publications qui portent sur les sujets liés à la quantité des eaux souterraines, à la compréhension des systèmes d'écoulement et quand même une bonne part là, pour la protection et la gestion, puis la pression sur la ressource. Et pour les moins traités, c'est ce qui concerne les risques, inondations, glissement de terrain et risques pour la santé. La vulnérabilité, elle apparaît faible parce que, bon, il y a quand même une grande partie des publications qui ont fait de la vulnérabilité des eaux souterraines qui sont incluses dans les PACES. Et aussi, il faut se rappeler que dans tout ça, on a juste répertorié les publications jusqu'à 2020-2021. Donc, tout ce qui est PACES récents qui se sont terminés en 2022, mais ne sont pas intégrés, sont pas inclus là-dedans. Aussi, on peut s'attendre à retrouver un peu plus de connaissances sur la vulnérabilité grâce au RAV, les rapports d'analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable là, qui ont permis de faire des indices drastiques finalement à l'échelle des périmètres de protection là, des puits municipaux de catégorie 1, qui vont éventuellement être disponibles aussi là, via le PCE, je suppose, dans la classe géomatique. Un autre truc intéressant que je trouve que je voulais soulever, les publics cibles, évidemment, là aussi, souvent, la plupart des publications vont viser à la fois chercheurs et consultants parce que c'est soit de la recherche fondamentale ou c'est très technique, des méthodes, la modélisation, des grosses formules mathématiques compliquées. Puis, une petite partie qu'on a considéré qui était pertinente pour les gestionnaires. Sur les 88, il y en avait 60 qu'on jugeait vraiment intéressantes là, et utiles pour les gestionnaires. Donc, pas beaucoup a priori, mais bon, il faut commencer quelque part et je pense que de plus en plus, là, la recherche est sensibilisée à intégrer, là, à rendre ça le plus utile possible là, pour les acteurs du territoire.
quand c'est de la recherche plus appliquée. Ensuite, si on regarde la répartition des publications par phase de gestion, la grande majorité des publications visent à caractériser le problème. C'est quoi caractériser le problème, par exemple? C'est dire on trouve des concentrations en arsenic qui varient entre temps et temps, milligrammes par litre sur un territoire donné. Ensuite, comprendre le problème, c'est quoi? Pourquoi je retrouve des concentrations plus ou moins élevées en arsenic, par exemple? Agir sur le problème, ce serait qu'est-ce qui peut être fait pour diminuer les concentrations en arsenic? Puis suivre le problème, à ce moment-là, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut mettre comme mesure de suivi en place pour s'assurer que les concentrations en arsenic restent faibles. Donc, ça, c'est des petits exemples pour illustrer un peu qu'est-ce qu'on entend par caractériser, comprendre, agir et suivre le problème. Toujours pour faciliter la recherche pour les acteurs de l'eau. Ensuite, j'ai perdu mon clic. OK. Si on regarde maintenant les publications, la répartition par région administrative, on voit qu'il y a des régions qui ont beaucoup de connaissances sur le territoire et d'autres régions qui ont presque rien. Pourquoi, encore une fois? C'est sûr que les régions qui ont eu des passages, les passages avant la dernière phase, là, évidemment, ça stimule la production de beaucoup de publications, donc ils ont beaucoup de connaissances, versus ceux qui n'ont pas eu des passages comme la Côte-Nord, l'Université Laval, Montréal, pas l'Université Laval, l'île de Laval, pardon, Montréal, la Gaspésie de la Madeleine. En fait, ce qu'on voit pour la Gaspésie de la Madeleine, c'est essentiellement ce qui a été fait aux îles de la Madeleine, plutôt qu'en Gaspésie comme tel. Donc, finalement, on a aussi fait la répartition selon les bassins versants. Là, on l'a mis en nombre de publications parce qu'il y a 40 bassins versants, évidemment. Puis, on a aussi ajouté, quand ça touche toute la province du Québec, et le nord du Québec, qui n'est pas un bassin versant, un des 40 bassins versants de gestion intégrée, mais il y a quand même des choses qui se sont faites dans le nord du Québec. Donc, on a mis ça dans la catégorie nord du Québec. Puis quelques TCR, donc comme les îles de la Madeleine, c'est en fait une TCR là, qui est mise là, c'est pas un organisme de bassin versant. Donc, encore une fois, on voit les bassins versants où on a beaucoup de connaissances versus ceux où on a très peu, voire pas du tout. Donc, tout ça pour finalement identifier c'est quoi les manques en connaissances, où est-ce qu'on a besoin, où est-ce qu'on a des besoins en connaissances et sur quel sujet, dans le fond, on manque de connaissances. Les constats qu'on peut faire, donc, comme je disais, la majorité des publications portent sur la caractérisation des eaux souterraines. Il y a peu de connaissances pour agir sur un enjeu et faire un suivi. Il y a peu de connaissances sur les risques, la vulnérabilité des aquifères, en dehors des passages et des rapports d'analyse de vulnérabilité, comme je disais tout à l'heure, et sur la gouvernance. On remarque qu'on peut se dire que peut-être que le sujet de la gouvernance et de la sensibilisation, ça relève peut-être pas de la science, des universitaires, mais peut-être plus des acteurs. En tout cas, il y aurait peut-être, il y a sûrement des choses qui existent qui pourraient être ajoutées, là, qui ne relèvent pas de la recherche scientifique. Et ça expliquerait pourquoi donc, il n'y en a pas beaucoup sur ce sujet-là. Ensuite, comme vous l'avez vu, certaines régions et bassins versants disposent de très peu de connaissances sur leur territoire, en particulier là où le passage est récent ou inexistant. Et la plupart des publications scientifiques ne donnent pas d'outils aux acteurs pour faire une gestion durable de la ressource. On a souvent en conclusion une espèce de petite phrase clé qui dit ces nouvelles connaissances vont être utiles pour les gestionnaires de l'eau pour faire une gestion durable. Mais concrètement, je pense que je me mets à la place de l'acteur de l'eau qui lit ça, il n'y a aucune idée de comment ça peut être utile pour répondre à ces questionnements. Donc, il y a vraiment un besoin de synthèse des connaissances vulgarisées et qui soient utilisables par les gestionnaires. Je pense, nous pensons, voilà, donc il y a beaucoup de travail à faire encore là-dessus. Donc, sur ce, je vais redonner la parole à Marie pour la suite. Hein? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Merci Myriam d'avoir fait le tour. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. C'est peut-être pas tout à fait évident quand on regarde ça, mais de recenser quand même plus de 300 publications, puis de toutes les classer, tout ça. En tout cas,
Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises aussi pour la structure de la base de données. Je pense qu'un aspect très important puis utile de ce projet-là, ça a été de se connecter avec le portail des connaissances sur l'eau. On n'a pas créé une base de données qui est à côté, là, sur un ordinateur, dans un département, quelque part dans une université, mais on s'est connecté avec ce qui existe déjà sur le site du ministère, puis qui est déjà utilisé par les acteurs de l'eau. Donc, très honnêtement, moi, comme chercheuse, je n'utilise pas le portail des connaissances sur l'eau. Je trouve d'autres façons d'aller chercher les données. Je fais des recherches sur Google Scholar, sur les bases de données académiques. Quand j'ai besoin d'avoir des publications, je fais le tour de la question comme ça. Mais pour les acteurs, c'est un lieu, un point de chute, là, c'est comme le premier point de chute quand on commence à se poser des questions. Fait que je pense que c'était un très bon choix là, d'aller vers le PCE au départ, puis de se connecter avec la classe de l'eau, la cartographie, tout ça. Donc, il y a une base là, qui peut assurer la pérennité du projet. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, peut-être que tu peux aller à la diapo d'après, Myriam. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Parce que donc, le projet est terminé, on a ce livrable, si on veut, qu'on a remis au ministère. Donc, c'est quelque chose qui est opérationnel. Myriam est encore en train de travailler, en fait, avec le MLCCFP pour s'assurer que tout est bien connecté puis que les outils de recherche détaillés sont en place. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Parce que c'est juste, on a exploré la question, on a mis quelque chose en place, mais bon, maintenant, il faut le faire vite. Fait qu'il reste quand même pas mal de choses là, pour aller plus loin. Fait que dans les prochaines, on a identifié un certain nombre de prochaines étapes, mais bon, évidemment qu'on ne pourra pas faire, quoique Myriam est en train de compléter des trucs, mais on ne pourra pas se rendre au bout de ça avec le financement du Géotop. Je pense que là, on a fait pas mal ce qu'on pouvait avec ce financement-là, mais il y a quand même plusieurs portes qui s'ouvrent, puis on voit comment on pourrait aller plus loin, comment ça pourrait être encore plus utile. Évidemment, la question de la mise à jour de l'inventaire est, oui, c'est la première qui se pose parce que les données vont jusqu'en 2021. On a commencé le projet en 2021, fait qu'on s'est dit, OK, on va prendre toutes les données de avant. Mais après, les données, les publications continuent à s'accumuler. On a déjà 2 ans de plus de publications, puis il y en a probablement beaucoup pendant ces 2 années-là, notamment avec les PACES qui sont terminés. C'est quelque chose qu'il faut que soit toujours mis à jour, en fait. C'est vraiment un travail continu. Myriam, tu peux peut-être les défiler, puis je vais les passer après. Il faut s'assurer que l'inventaire soit complet. C'est une chose de faire des recherches puis de trouver l'information, mais après, ce n'est pas nécessairement tous les articles scientifiques qui sont répertoriés dans les bases de données. On peut en échapper, on peut ne pas faire les recherches tout à fait comme il faut. Il y a un travail d'interaction avec les chercheurs là, qu'il va falloir qu'ils se mettent en place aussi. On en a discuté un petit peu, on a essayé de réfléchir à des façons de rendre ce travail-là plus simple. Il faut valider l'inventaire auprès des acteurs. Bon, les acteurs faisaient partie d'une espèce de groupe de réflexion là, qui a mené à la construction de la base de données. Mais maintenant, il faut voir si dans le quotidien, est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce qui manque comme information? Donc, c'est quelque chose qui peut être mis à jour et bonifié aussi. La question des fiches synthèse vulgarisées, ça rejoint un peu ce que Myriam disait tantôt. Les acteurs, ils vont lire un article scientifique. Un aménagiste dans une MRC, par exemple, il va lire l'article, mais bon, OK, je comprends le grand principe, mais bon, qu'est-ce que moi je peux faire avec ça après dans ma pratique? C'est pas nécessairement évident. Il y a toujours cette étape de transfert de la connaissance là, qu'on ne fait pas comme chercheur parce que ce n'est pas dans notre premier mandat, mais qui est nécessaire si on veut que la recherche qu'on fait sur l'eau soit utile pour la communauté. Donc, est-ce que c'est en faisant des fiches de synthèse vulgarisées qu'on va faciliter ce transfert-là? Peut-être. C'est une des pistes qu'on explore dans ce projet-ci, mais dans un autre projet aussi. Donc, quelle forme ça peut prendre? Combien de temps ça prend? Quelle information il faut mettre là-dedans? Donc, il faut réfléchir dans ce sens-là. Évidemment, il faut promouvoir et diffuser l'inventaire. Ce n'est pas parce que c'est sur le site du ministère, sur le PCE, puis que vous avez vu le nombre de clics qu'il faut faire pour se rendre. Ce n'est pas parce que c'est là que c'est nécessairement utilisé. Fait qu'il faut le diffuser via l'RQS, via le site du ministère, faire de la publicité. En tout cas, il faut que ce soit connu si on veut que tout le monde s'en serve. Puis organiser des webinaires par terme, là, l'idée, c'était d'identifier les lacunes de connaissances, peut-être.
Et puis ensuite, d'organiser des discussions autour d'une thématique, des présentations pour pouvoir vulgariser l'information. Donc, là, on est vraiment encore aussi dans la mobilisation, là. Aller au-delà de juste, entre guillemets, la base de données. Tu peux peut-être aller à la suivante, Myriam. Donc, bon, et là aussi, mets-la toute, s'il te plaît. Les animations, je vois qu'ils n'ont pas tout à fait bien sorti. OK. Alors là, ça nous met, nous, parce que notre site, c'était quand même en route vers un observatoire. Donc, on a-tu fait le chemin? Non, on n'est pas rendu, mais on a fait un petit bout. On a établi des bases, essentiellement. On a établi, je pense, un mode de fonctionnement qui est viable. Évidemment, il faut avoir du financement. Et que la petite barre de financement est juste en bas, là, mais commençons peut-être par celle-là à droite. Donc, on veut faire quoi avec tout ça? Idéalement, on voudrait s'en aller vers un observatoire de l'eau souterraine du Québec. Bon, est-ce que c'est un observatoire de l'eau, un observatoire de l'eau souterraine? Bon, c'est des questions qui sont très larges, hein. Vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler du fonds vert, du fonds bleu, pardon, que le ministère, il y a une loi là, qui vient d'être déposée pour qu'il y ait de l'argent pour étudier l'eau, faire des interventions sur l'eau. Donc, il y a une volonté pour travailler sur l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire collectivement avec cet argent-là? Peut-être quelque chose d'intéressant à faire, ça serait d'avoir un observatoire sur l'eau. Mais c'est quoi un observatoire? Donc, évidemment, ça peut prendre toutes sortes de formes. En faisant des petites recherches, ça prend effectivement beaucoup de formes. Les modes de financement sont différents, les mandats sont différents, les acteurs les gens impliqués varient d'un observatoire à l'autre. Évidemment, les objets étudiés aussi. Donc, là, je pense qu'on est rendu à l'étape de se poser la question, OK, qu'est-ce que ça implique un observatoire? Mettons qu'on a une base de données, on a de la science, puis clairement, toutes les universités du Québec travaillent sur les eaux souterraines maintenant. Il y a de l'expertise. On a formé des dizaines et des dizaines d'étudiants depuis le début des PACES, depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, il y a de la main-d'œuvre, il y a des connaissances, il y a une expertise qui se développe. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin sur l'eau souterraine? Puis d'avoir un observatoire, ça nous permettrait peut-être d'avoir ces informations-là supplémentaires. Donc, en brainstormant un petit peu, on a identifié un certain nombre de choses qui pourraient peut-être servir de base de discussion. La première, c'est d'identifier un mandat, en fait. Qu'est-ce que on voudrait que cet observatoire-là fasse? Je pense un peu dans la ligne du projet comme tel qu'on vient de finir là, avec le financement du Géotop. L'idée, ce serait d'avoir un observatoire où on pourrait faire une veille de la connaissance, une veille des besoins aussi. Donc, maintenir la veille des publications dans le sens assez large. Produire du matériel vulgarisé, donc expliquer cette connaissance-là, identifier les enjeux, puis rédiger un état de la ressource. Donc, on va chercher l'information, on la diffuse, on la synthétise, puis on fait à toutes les X années un état de la ressource de l'eau souterraine. Donc, le gouvernement du Québec fait à tous les 5 ans un état de l'eau et des écosystèmes, je pense que c'est le titre de son rapport. C'est le ministère qui le fait en faisant une revue de toutes les actions qu'ils ont lancées dans les 5 années d'avant. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire un état de la ressource sur des bases scientifiques. Je pense que le faire sur des bases scientifiques, ça donne un petit peu, ça donne un peu de distance aussi par rapport aux actions, puis ça nous permet peut-être d'avoir un regard un peu plus objectif sur l'ensemble des problématiques, sur les défis, les problèmes, les bons coups aussi, parce qu'il y a des choses qui avancent d'une année à l'autre. Donc, les grandes lignes d'un mandat possible, ça fonctionnerait comment? Le Réseau québécois sur les eaux souterraines, il joue vraiment un rôle très, très important dans la mobilisation des connaissances sur l'eau souterraine au Québec. Bon, comme je le mentionnais tantôt, on a des gros enjeux de financement. On espère un financement à long terme du ministère de l'Environnement. Peut-être que ça viendra avec ce nouveau fonds bleu, on n'y est pas encore. Mais on a besoin de pérenniser le fonctionnement du RQS. Mais si le RQS est encore dans le décor à long terme, c'est un projet idéal pour bien s'arrimer avec le RQS, parce que le RQS est déjà là et établit ces liens entre les acteurs et les chercheurs. Évidemment, ça prend du personnel dédié, là, donc Myriam a mis beaucoup d'heures sur ce projet. Il y a eu une étudiante aussi qui a été embauchée. Ça prend du temps de faire ce travail-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se consacre à faire ça. Avec une espèce de comité scientifique de chercheurs et d'acteurs pour
valider le fonctionnement de l'Observatoire puis le faire progresser aussi. Le nerf de la guerre, bon, évidemment, c'est le financement, puis du financement statutaire à long terme. Si on veut un observatoire, on ne peut pas vivre juste pendant 2 ans ou 3 ans. Il faut qu'on soit là à long terme. Puis il faut un financement qui est donc récurrent, probablement du ministère, des universités, mais peut-être des centres de recherche aussi. Il y a beaucoup de centres de recherche au Québec qui travaillent sur l'eau. Bon, il y a le Géotop, il y a le Guéril, il y a le Centro. Il y a d'autres centres aussi là, qui touchent à des enjeux liés à l'eau. Est-ce qu'une implication des centres serait utile, pertinente à long terme dans un observatoire comme celui-là? Je pense que oui. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Puis est-ce qu'on voudrait impliquer les MRC, les organismes de bassin versant? Donc, on pourrait avoir une discussion assez élargie là, sur comment faire fonctionner un observatoire comme celui-là. C'est des pistes de réflexion qui émanent un peu de l'exercice qui a été fait dans les 2 dernières années. On n'a pas nécessairement de réponse, là, et on ne sait pas exactement où est-ce qu'on peut aller avec ça. Mais c'est sûr qu'on a besoin des ressources pour si on veut mener ça une étape plus loin. Ben voilà. Moi, je pense que ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Myriam, est-ce que tu voulais ajouter des choses? Oui, peut-être juste un élément que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que par rapport à si c'est utile pour les acteurs, ça va être possible via la page du site collaboratif d'avoir des statistiques de consultation, en fait, du nombre de gens qui vont sur l'observatoire. Ça pourrait être un des indicateurs là, qui nous permettent de voir s'il y a du monde qui viennent consulter l'inventaire. Et puis aussi, je vais mettre le lien, dans le fond, vers la page dans la boîte conversation, dans le chat. Donc, j'invite tout le monde à aller s'inscrire, faire une demande d'admission ou se créer un compte sur... attends, je quitte le mode plein écran. Je vais rater le partage juste un instant pour pouvoir aller chercher le lien. Donc, voilà.